Il y a des morts qui font la une des journaux, qui soulèvent l'indignation. Et puis, il y a les crimes silencieux. Ceux dont on ne parle jamais. Exactement. Et notre analyse aujourd'hui commence avec une de ces victimes silencieuses. On est en décembre 2016, dans une forêt du Jura. C'est ça, des bûcherons découvrent le corps d'une jeune femme. Nue, le visage méconnaissable, le corps lardé d'œufs. 26 coups de couteau. C'est glaçant. Aucune identité, aucune piste. C'est le point de départ de ce qu'on appellera l'affaire de l'inconnu du Frasnoy. Et les sources qu'on a nous plongent au cœur d'une enquête qui est juste hors norme. Hors norme, pourquoi? Parce qu'elle va traverser les frontières entre la France et la Suisse, et elle va reposer sur une coopération policière et des prouesses scientifiques remarquables. D'accord. La question, en fait, elle est double. Comment on redonne un nom à cette victime? Et surtout, comment on retrouve l'auteur d'un crime d'une telle sauvagerie? C'est une histoire de patience, de hasard un peu incroyable et de preuves scientifiques qui vont finalement mener à un suspect, au profil totalement inattendu. Alors, plongeons ensemble dans cette affaire. Allons-y. Donc, tout commence avec cette découverte macabre. Le corps, il a clairement été placé là pour ne pas être trouvé. C'est ça, au fond d'une forêt. Pour les enquêteurs, c'est un mur. Un mur complet. Ils savent que la victime est jeune, entre 16 et 30 ans, mais son visage a été volontairement massacré. Inidentifiable. Pas de tatouage, pas de piercing, rien. Un fantôme. L'autopsie, pourtant, elle est très riche d'enseignements. Elle révèle la cause de la mort. Ah oui, Extrême. Au crâne et au visage. d'accord. Elle révèle aussi 26 plaies faites par une lame très fine à double tranchant. Un genre de stylet ou un couteau papillon. Ok. Mais le fait le plus crucial, c'est que le légiste trouve un ADN masculin, unique, Un ADN masculin unique. Où ça? dans plusieurs prélèvements, notamment sous les ongles de la victime et dans une tache de sang sous son pied. Attendez, une tache de sang sous son pied, ça veut dire que ce n'est pas son sang à elle. Exactement. L'analyse le confirme. C'est une trace laissée par l'agresseur. Il s'est blessé pendant l'attaque? Probablement, oui. C'est une preuve capitale. Et les gendarmes, là, ils ont une idée assez brillante. Laquelle? Ils font des prélèvements sur les branches d'arbres autour du corps. Pourquoi? S'y agripper pour se déplacer dans la zone qui est assez escarpée. Et ça marche. Ça marche. Ils retrouvent ce même ADN masculin sur les branches. C'est incroyable. Donc ils ont l'empreinte génétique du tueur. Complète. Le problème, c'est qu'ils ont la clé, mais ils n'ont pas la serrure. Cet ADN n'est fiché nulle part. C'est frustrant. Une preuve parfaite, mais aucun suspect. L'enquête patine. On est en plein dans l'affaire Narumi Kurosaki à ce moment-là, l'étudiante japonaise disparue à Besançon. Oui, je me souviens. Ils explorent cette piste, mais l'ADN ne correspond pas. Ils vérifient un bûcheron local au passé un peu trouble. Pareil, ce n'est pas lui. Pendant des mois, le mystère reste entier. Et c'est là que ça devient intéressant. Le déblocage, il vient d'une conversation presque banale autour d'un café. C'est ça, entre un gendarme français et un policier suisse du canton de Vaud. C'est fou, hein? Le français demande, un peu au hasard, s'ils ont des disparitions inquiétantes de leur côté. Et il y en a une. Oui. La police suisse enquête justement sur un réseau de prostitution roumain à Lausanne. Et l'une des jeunes femmes, Mihaela Miloiu, 18 ans, a disparu depuis des mois. D'accord. Et là, l'histoire devient encore plus étrange. 6 mois avant la découverte du corps, une promeneuse avait retrouvé la carte d'identité de Mihaela au bord d'un chemin. Sa carte d'identité? Oui, à côté d'une immense flaque de sang. Et l'affaire n'a pas été poussée plus loin à l'époque. Non, pas vraiment. Mais avec cette nouvelle info, les policiers suisses décident de retourner sur les lieux des mois plus tard. Et là, ils tentent un pari fou. C'est-à-dire? Ils font des carottages dans le bitume, dans la route quoi. Pardon. Des carottages dans le bitume pour une trace de sang qui est là depuis des mois exposée aux éléments. C'est exactement ça. Ça paraît incroyable, mais c'est une prouesse technique. Et Et ça paye. Le laboratoire arrive à extraire un profil ADN féminin du chemin. c'est dingue. Et c'est là qu'ils font le lien. Oui. Un gendarme français compare ce code génétique avec celui de l'inconnu du Frasnoy. Et ça correspond. C'est un match parfait. Le gendarme qui l'a fait a des crissements comme celui d'un joueur de loto qui voit tous ses numéros sortir. Je peux imaginer. Après 9 mois. C'est une libération incroyable. La victime a un nom, Mihaela Miloiu. L'ADN de sa famille en Roumanie le confirmera plus tard. Et on découvre alors son parcours. Tragique. Oui, une jeune fille séduite par ce qu'on appelle un lover boy, un recruteur pour un réseau qui lui promet une vie meilleure et qui la force à la prostitution la plus dure à Lausanne. Bon, retrouver son nom, c'est une victoire, mais ça ne donne pas celui du tueur. J'imagine que la première chose qu'ils font, c'est analyser son téléphone, non? Exactement. Et là, l'enquête bascule une deuxième fois.
Le téléphone de Michaela, c'est comme une boîte noire qui a enregistré ses derniers instants. Qu'est-ce qu'il découvre? Grâce aux bornes, ils comprennent qu'elle n'a pas été tuée autour du 10 décembre comme ils le pensaient. Ah non. Non, bien plus tôt. Dans la nuit du 29 au 30 novembre, Et le téléphone retrace cette nuit-là? minute par minute. Il borne à Lausanne, puis près du chemin où son sang a été retrouvé, ensuite à la frontière franco-suisse, avant d'être coupé vers 2h30 du matin. C'est très précis. Et on découvre même qu'elle a tenté un appel désespéré au secours suisse, le 117. Un appel qui n'a pas abouti. Donc maintenant, les enquêteurs ont une date, une heure, un lieu, et ils savent que le tueur est blessé. Ça change tout. Leur stratégie est nouvelle. En vérifier tous les registres des hôpitaux de la région. Des deux côtés de la frontière. Exactement. Et ils trouvent une correspondance. Le 30 novembre au matin, à 6h50, un homme de 30 ans, Alexandre Verdure, s'est présenté à l'hôpital de Pontarlier, en France. Pour quelle raison? Pour une coupure profonde à l'index. Assez grave pour nécessiter des points de suture. Ils ont un suspect potentiel. Quelle est son explication à lui? Il doit bien avoir une histoire. Une histoire très détaillée même. Il dit avoir percuté un chevreuil avec sa voiture. Un chevreuil. Oui. Et il se serait coupé en voulant abriger les souffrances de l'animal avec son couteau. La nuit du meurtre. La coïncidence est énorme, non? Et c'est ce que se disent les enquêteurs. Surtout quand ils regardent son profil. Et il est comment ce profil? C'est là que c'est déroutant. C'est un citoyen ordinaire, père de famille, sans casier judiciaire. D'accord. Mais il est aussi gendarme réserviste. Et il travaille comme agent de sécurité, à Lausanne, en plein dans le quartier de la prostitution. Ça ne colle pas avec l'idée d'un tueur aussi sauvage. Mais sa téléphonie, elle raconte quoi? Elle raconte autre chose. Son portable est coupé pendant plus de 2 heures, pile au moment critique. Sa compagne a essayé de l'appeler 17 fois cette nuit-là, en vain. Tous les signaux sont au rouge. Absolument. Les gendarmes l'interpellent le 7 novembre 2017, son ADN est prélevé et le résultat tombe vite. C'est un bingo, comme ils disent. Son ADN correspond. Parfaitement. À celui retrouvé sur et autour du corps de Michaela. Alors là, il est coincé. L'ADN est irréfutable. Concrètement. Du coup, lui qui niait tout, il change de version. Et il raconte quoi? Ah, il livre un récit rocambolesque. C'est le mot. Il se présente en héros. En héros. Oui, qui aurait sauvé Michaela d'une première agression. Selon lui, après avoir fait fuir l'agresseur, il aurait eu une relation sexuelle consentie avec elle. D'accord, mais ça n'explique pas le meurtre. Non. Et c'est là que ça devient invraisemblable. Il dit que 2 hommes, armés, auraient surgi à ce moment-là. Et Ils auraient tué Michaela avec le propre couteau de Verdure, puis l'auraient forcé à se débarrasser du corps en menaçant sa famille. Mais ça ne tient pas la route une seconde, si. C'est ce que l'accusation a plaidé. La reconstitution des faits le démontre. Son histoire est pleine de contradictions. Par exemple, Il prétend avoir vu l'agression depuis un rond-point, mais c'est matériellement impossible. Et puis ce détail absurde où il dit avoir déshabillé le corps parce que les ronces s'accrochaient aux vêtements, alors qu'il n'y a pas de ronces à cet endroit. d'accord. La défense, elle a bien dû trouver un angle, j'imagine. Les proxénètes? Exactement. C'est leur ligne de défense principale. Ils pointent du doigt les proxénètes de Michaela. Avec un mobile? Oui, un mobile apparent. Elle voulait quitter le réseau. Et en plus, ces types étaient connus pour leur violence extrême. C'est une théorie qui pourrait sembler plausible. Oui, sauf que les écoutes téléphoniques du réseau racontent une toute autre histoire. Ah bon? Dès le lendemain de sa disparition, on entend les proxénètes s'inquiéter. Ils la cherchent. Pourquoi? Parce que c'était, selon leurs mots, une gagneuse. Elle leur apportait beaucoup d'argent. Jusqu'à 1 500 € par jour. Ils n'avaient aucun intérêt financier à la tuer. La thèse des proxénètes s'effondre. Le procès se concentre alors sur la personnalité d'Alexandre Verdure. Et c'est là que ça devient complexe. D'un côté, sa famille le décrit comme un garçon gentil, serviable, rêvant d'être un héros. Et de l'autre? De l'autre, les experts psychiatres parlent de personnalité psychopathique, de violence disponible s'il se sent humilié. C'est un décalage énorme. Oui, un décalage entre l'image héroïque qu'il avait de lui-même et la réalité. Et le témoignage de sa compagne, après son arrestation, est... Accablant. Elle finit par parler. Oui, elle raconte qu'il est rentré cette nuit-là couvert de sang, qu'elle a dû nettoyer ses vêtements, son téléphone. Elle décrit aussi un homme devenu de plus en plus agressif. Cette dualité est au cœur des débats. Alors, au final, que retenir de tout ça? Au terme du procès, Alexandre Verdure est reconnu coupable. Il est condamné à 20 ans de prison. Il fait appel, non? Oui, et sa peine est alourdie. 30 ans de réclusion criminelle. Il a toujours clamé son innocence, soutenu par ses parents. Et les proxénètes? D'une certaine manière, la justice les a rattrapés aussi.
Les frères Botianu ont été condamnés en Roumanie à de lourdes peines pour traite d'êtres humains. L'enquête a donc permis de mettre en lumière 2 drames. 2 drames, distincts, mais tragiquement liés, oui. C'est une affaire qui illustre vraiment la puissance de la science, de la coopération. On part d'un corps anonyme dans une forêt et on arrive à tout résoudre. Ou presque. Ouais, c'est ça. Mais ça laisse une question un peu vertigineuse, je trouve. Laquelle ? Quand on a une preuve comme l'ADN, une preuve scientifique irréfutable, qui désigne un coupable, Oui. mais que tout dans la vie de cette personne, son profil, son entourage, tout semble hurler que ce n'est pas possible, comment est-ce qu'on fait ? Comment on réconcilie l'homme et le crime, en fait ? Exactement. Et qu'est-ce que ça nous dit, au fond, sur les facettes cachées d'une personnalité, celles qui peuvent rester invisibles, même pour les plus proches ?